Merci Stanislas de m'avoir invité pour vous parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié qui concerne le sport. Alors, je suis moi-même géographe social, on va dire, géographe social et culturel, très intéressé par la géographie du sport. Je suis professeur émérite à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. J'ai créé à la Maison des sciences de l'homme une collection qui s'appelle Sport et Société et je suis toujours membre de l'UMR Passage du CNRS. Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié et que j'espère vous allez apprécier aussi, qui s'appelle Sport et sciences sociales. Voici l'ouvrage. C'est un ouvrage écrit par Christian Possiello. Un ouvrage un peu ancien, il date de 1999, mais il a gardé encore toutes ses qualités et je crois qu'il est encore tout à fait utile pour les étudiants. Alors, je l'ai choisi pour au moins 3 raisons. D'abord, c'est un des premiers ouvrages qui fait le tour des sciences sociales et en montrant comment elles sont utiles, complémentaires pour comprendre le phénomène sportif. La deuxième raison, c'est qu'il est écrit avec beaucoup de simplicité, même si ce qui est dit a beaucoup de densité, c'est un ouvrage qui se lit facilement. Et enfin, c'est un ouvrage que je trouve très pédagogique dans la mesure où, à la fin de chaque chapitre, l'auteur se permet de poser des questions pour mesurer si le lecteur a bien compris le sens du chapitre qu'il vient de lire. L'ouvrage s'organise en fait en 9 chapitres. Il va faire le tour donc de la plupart des disciplines des sciences sociales. Bien sûr, le premier chapitre pose la question de la définition. Qu'est-ce que le sport? Puisque le sens commun l'utilise de manière très différenciée. Et il distingue au moins deux sens qu'il faut séparer. Le sport au sens strict, c'est-à-dire le sport de compétition, il est fondé sur 4 éléments. D'une part, la motricité, bien sûr, le fait de bouger. D'autre part, des règles. Ensuite, des institutions et, bien sûr, de la compétition. Ça, c'est le sport au sens strict. Au sens plus large, on parle de sport loisir ou de sport ludique. On a là des pratiques qui ne sont pas considérées comme le sport au sens strict. Certains puristes même disent non, il ne faudrait pas parler de sport, mais seulement d'activité physique, parce que ces pratiques ne concernent que 2 ou 3 des éléments que je présentais. Bien sûr, de la motricité, des règles, évidemment, mais pas toujours d'institution et pas toujours de compétition. Donc voilà un chapitre important. Deuxième chapitre aussi, passage obligé, c'est l'histoire. L'histoire parce que l'histoire nous permet de comprendre comment le sport est arrivé dans la société, comment il a pris la place importante qu'il a aujourd'hui. Avec, là, il y a même 2 chapitres sur l'histoire. Un chapitre 2 qui s'appelle la proto-histoire, c'est-à-dire ce qui existait avant que le sport au sens moderne, celui qui va naître en Angleterre, soit développé. Bon, vous avez en tête, j'imagine, les jeux de quilles, les jeux de boules, l'escrime, la soule peut-être pour les sports collectifs, ou pour les jeux collectifs, c'est ces groupes de jeunes qui, d'un village à l'autre, se disputaient une balle qui va, pour certains, être à la base de ce que va devenir le rugby. Et puis, le chapitre 3 parle, lui, du sport moderne. Donc, c'est un sport qui est organisé, institué, créé, en quelque sorte, en Angleterre, dans les systèmes éducatifs, donc dans les public schools, mais aussi dans les universités. Et là, on va définir, l'Angleterre, les éducateurs vont définir des règles qui vont pouvoir permettre de voir les mêmes pratiques, donc les règles du football, les règles du rugby, mais aussi les règles de beaucoup de sports individuels et qui vont se diffuser. Tout ça, c'est très bien expliqué dans ces 2 chapitres concernant l'histoire. Le 4e chapitre, lui, pose la question de qui fait du sport, de la démographie du sport. Qui fait du sport, comment évaluer et comment voir l'évolution de ces pratiquants. Et là, Christian fait
appelle à toutes sortes de techniques qui sont prises, utilisées, celle de l'INSEE par exemple, qui détermine qu'il y aurait, on est dans les années 90 là, qu'il y aurait un Français sur deux qui pratique une activité sportive, alors que dans le même temps, l'INSEP, avec des méthodes différentes, démontre qu'en fait, il y a 3 Français sur 4 qui pratiquent du sport. Bon, on a là un débat et des éléments qui permettent de comprendre les enjeux de la démographie sportive. Le chapitre suivant concerne la psychologie. La psychologie, mais aussi les métaphores, les représentations que l'on se fait du sport. Et là, l'auteur met le doigt sur des oppositions. Là encore, on a toujours un débat dans les recherches, c'est bien normal. Il oppose par exemple ceux qui considèrent que le sport n'est qu'un opium du peuple, un résultat du capitalisme, un appareil idéologique d'État, alors que d'autres considèrent que, au contraire, le sport et la psychologie du sport va permettre l'invention de soi, la fraternité, la compréhension et le rapport au monde, à l'espace, à la nature. Voilà donc un chapitre aussi bien utile. Et puis viennent ensuite les 2 chapitres que je trouve peut-être, de mon point de vue, les plus intéressants, celui qui concerne les sociologies du sport. Je dis bien les, parce que l'auteur a souligné qu'il fallait mettre au pluriel ce mot sociologie. Christian a été un des vulgarisateurs, un de ceux qui a le mieux compris, je pense, les théories de Pierre Bourdieu et qui les a appliquées au sport. Donc, il va en parler, logiquement, ça a été longtemps les éléments qui lui ont permis de faire comprendre comment les groupes sociaux pratiquaient. Donc, pour le dire vite, si je rappelle la théorie de Pierre Bourdieu, c'est qu'effectivement, la position sociale, le fait d'être dans une classe populaire ou dans une classe dominante, fait qu'on n'a pas les mêmes habitus, les mêmes envies, les mêmes manières de pratiquer le sport. Donc Christian, ça l'a beaucoup étudié, il le présente bien, il explique à partir de certaines pratiques sportives, notamment le rugby, mais pas seulement, mais il ne s'enferme pas quand même dans cette sociologie-là. Et il laisse ouvert, c'est pour ça qu'il met sociologie au pluriel, d'autres sociologies qu'il développe, notamment celles qui partent sur la multifonctionnalité de certains éléments qu'il faut prendre en compte. Le chapitre suivant, que je trouve très complémentaire, intéresse la géographie sportive. Alors ça m'amusait parce que il met là le chapitre au singulier, la géographie au singulier, la sociologie au pluriel. On pourrait discuter, hein, de mon point de vue, il y a aussi une géographie plurielle qui existe. Mais l'intérêt de ce chapitre, qui complète le précédent, c'est de montrer que souvent les sociologues ont oublié le territoire, ont oublié l'espace, notamment la sociologie de Bourdieu qui ne tient pas compte du tout de l'espace dans ses approches. Et là, donc, Christian a bien compris là, le rôle de l'espace, le rôle des territoires. Alors, vous l'aurez compris, pourquoi joue-t-on au rugby dans le sud de la France et pas dans le nord? Bon, c'est pas parce qu'il y a que des classes populaires dans le sud et que des classes bourgeoises dans le nord. Évidemment, il y a des éléments qui sont autres que ceux qui sont liés aux classes sociales, qui permettent d'expliquer pas seulement des éléments historiques, il y a des éléments qui sont liés aux politiques, qui sont liés aux institutions. Tout ça, c'est assez bien vu, assez bien montré dans ce chapitre sur la géographie du sport, qui permet aussi de mieux comprendre les diffusions du sport. Pourquoi le sport se diffuse dans certains territoires et pas dans d'autres. Pourquoi le rugby dans le Commonwealth, où il se diffuse en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, mais pas en Inde. Bon, enfin bref, vous voyez toutes les questions qui sont indispensables, je crois, à la compréhension du phénomène sportif. Après ces 2 chapitres que je considère encore une fois comme peut-être les plus
les plus intéressants, l'auteur s'intéresse à l'approche économique, là aussi incontournable, évidemment, avec l'évolution du sport. On peut dire que le sport est saisi par l'économie parce que la société est saisie aussi par l'économie, et donc l'étude des sponsors, l'étude de l'évolution des consommations sportives, tout ça c'est bien sûr indispensable et intéressant. Et puis, pour terminer, Christian pose la question de la prospective. D'ailleurs, dans son ouvrage, que je vous montre à nouveau, il y avait un sous-titre. Et le sous-titre, c'est Histoire, sociologie et prospective. Donc, pour lui, c'est très important. Alors, il évoque là la question de comment va évoluer le sport. Et là, il y avait un vrai débat dans ces années 90, notamment entre Alain Lauré, qui considérait que les sports traditionnels, les sports de compétition allaient disparaître, peut-être même les Jeux Olympiques allaient disparaître parce que le sport loisir allait se développer bien plus que d'autres. À l'époque, dans ce débat, j'avais répondu à Alain Lauré en lui disant que dans un article qui a eu sa petite heure de gloire, qui s'appelait « Assiste-t-on vraiment au rejet de la culture sportive traditionnelle ?» Bon, il y a un vrai débat. Apparemment, Alain Lauré n'a pas eu tout à fait raison, puisque les sports de compétition continuent à se développer. Le mondial de foot, l'euro de foot, les Jeux olympiques et bien d'autres se développent. Dans ce chapitre aussi, Christian met le doigt sur quelque chose d'original qui lui appartient vraiment, qui correspond à une de ses créations, ce qu'il appelle le SAS, le site d'activité sportive. Et il imagine que dans les grandes villes, on pourrait construire un équipement de grande taille qui permettrait aux urbains d'avoir des pratiques multiples, des pratiques de glisse avec des rampes, des pratiques de nautiques avec des plans d'eau, des piscines, des pratiques aussi de départ de sport dans les airs, hein, de delta, etc. Et donc ça, c'est bien développé dans ce chapitre, c'est tout à fait intéressant. Donc au total, vous l'aurez compris, je considère que c'est un des premiers ouvrages qui joue sur la nécessité de la pluridisciplinarité pour comprendre le fait sportif. Je mettrai quand même un petit bémol ou un petit point personnel en disant que la pluridisciplinarité, c'est indispensable, mais on pourrait y rajouter l'interdisciplinarité. Je pense, moi, qu'il faut aussi que ces disciplines se marient, jouent entre elles. J'ai souvent parlé de l'épistémologie de la transversalité pour montrer comment les chercheurs doivent piocher pour construire leur caisse à outils, pour analyser le sport dans les différentes disciplines et ne pas avoir peur de mêler un certain nombre de concepts qui sont propres à une discipline, mais qui permettent de compléter. Voilà. Donc, je considère livre indispensable, toujours indispensable, n'a pas vraiment vieilli, et je vous souhaite une bonne lecture et je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite des recherches ouvertes et nouvelles. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.